Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique Économie, bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons, chers téléspectateurs, nous allons parler de cette grande menace sur les libertés. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Tournafont. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Olivier Tournafont, vous êtes professeur de droit à l'Université de Paris 12 et vous êtes un petit peu notre collègue puisque vous êtes directeur d'émission sur Radio Courtoisie et vous tenez cette émission sur le thème droit et liberté. Voilà. Alors, nous allons consacrer à ce problème de liberté 3 parties. Celle qui portait atteinte déjà à nos libertés, ou à notre liberté, celles qui viennent d'aujourd'hui et celles qui viendront demain. Je crois que, hélas, la 3e partie sera la plus inquiétante. Alors, les libertés que nous avons perdues, vous utilisez le terme de terrain pourri du matérialisme. Oui, parce que finalement, l'homme occidental est entré dans une ère d'athéisme, de matérialisme, qui fait que les valeurs qui animaient la civilisation petit à petit s'évaporent et l'intérêt immédiat l'emporte sur l'intérêt général, on pourrait dire, et puis aussi sur les grands idéaux qui ont dominé d'ailleurs toute notre histoire avec la chrétienté. Alors, on a laissé faire, partir les principes, s'effilocher. À partir du début des années 70, probablement. Oui. C'est Éric Zemmour qui, dans le Suicide français, montre ces 40 lois, ou ces 40 années plutôt, ces 40 années qui ont constitué autant de marches d'une descente aux enfers. Il les fait démarrer à la loi Perben de 72, qui crée les premiers délits d'opinion et les premières atteintes à la liberté d'expression. La loi Perben ou la loi Pleven La Pleven, pardon, Pleven, excusez-moi. Oui, c'est moi qui ai joué. Bon, Pleven, vous avez tout à fait raison, 1972. C'est une loi qu'on peut qualifier de... c'est liberticide. Oui, mais liberticide, mais il y en a d'autres. Inspiré par le corpus qu'on qualifie d'antiracisme. Oui, c'est ça, oui. Une certaine idéologie que, bien entendu, les gens qui en sont partisans ont le droit de défendre, mais qui, faute d'arguments, semblent vouloir imposer par la force. Et la censure et les lois mémorielles, comme on pourrait les appeler, ou les lois qui créent une vérité politique qui est interdite de discuter, il y en aura d'autres après, comme le montre très bien Éric Zemmour, eh bien, ces lois, justement, tiennent lieu d'arguments, alors que l'histoire est en perpétuelle ébullition. Ce qui a été considéré comme acquis à une époque doit pouvoir être remis en question, rediscuté. On disait par exemple, est-ce que vraiment Néron a incendié Rome ou pas ? Il n'y a pas une loi qui décide si ce qu'on a le droit de penser encore aujourd'hui. C'est absurde. Et ces lois sont très dangereuses. Alors je songe en particulier à la loi Guesso, qui est particulièrement grave, parce qu'elles ont un effet pervers. Elles sont censées protéger des minorités opprimées, en particulier les juifs, parce que tout le monde le sait. Mais l'ennui, c'est que les historiens révisionnistes, qu'on appelle parfois aussi négationnistes, qu'il y a une différence entre les deux. Les négationnistes sont des gens qui nient tout en bloc, ils sont pas très sérieux, évidemment. Les gens qui sont révisionnistes disent non, on nie pas, mais par contre, il faut quand même voir exactement ce qui s'est passé, et c'est pas forcément ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire. Alors, d'abord, il faut faire une distinction entre les deux. Mais le problème de ces lois, c'est qu'elles apportent beaucoup d'eau au moulin des sites révisionnistes et négationnistes, et elles engendrent un nouvel antisémitisme, puisqu'on dit la preuve qu'ils avaient raison, c'est qu'il est interdit d'en débattre. Oui. Vous allez dans des sites du Maghreb où là, vous avez un déferlement de sites révisionnistes et négationnistes, et qui sont bien sûr très antisémites, et on n'a pas le droit d'y répondre, puisque de toute manière, on n'a pas le droit d'en discuter. Donc vous voyez, tout ça est un effet pervers extrêmement grave. Voilà. Olivier Tournafont, vous dites que ces lois liberticides étaient autrefois contenues par les frontières, par le cloisonnement des oligarchies, par les limites aussi de la technique. Pourquoi tout ça, ça a explosé ? C'est la mondialisation. Alors il y a 2 phénomènes qu'on va retrouver tout au long de cette émission et qui se conjuguent et qui sont d'ailleurs lourds de conséquences extrêmement graves pour nos libertés et nos individualités. C'est d'une part la mondialisation, c'est-à-dire l'apparition d'une hyperclasse mondialisée qui se comporte comme une oligarchie planétaire, et la chute du communisme, qui est une bonne chose en soi, comme tout le monde le reconnaît, néanmoins a eu cet inconvénient de mettre toute la planète en commun, de telle sorte que cette hyperclasse mondialisée ne se heurte plus à d'autres oligarchies concurrentes, comme c'est encore le cas du temps de l'ex-URSS. Elle est débridée et elle est dotée de toute la puissance d'un capitalisme apatride et d'un capitalisme sauvage qui ne profite d'ailleurs qu'à ces gens-là, parce qu'ils ne profitent pas du tout au peuple. Profite pas du tout aux salariés, capitalisme financier qui est fondé sur la manipulation, et ce capitalisme planétaire qui n'est plus un capitalisme de production et de création de richesse devient de plus en plus, comme le dit très bien Philippe Perlin, qui est un économiste tout à fait brillant, que vous avez reçu ici, un capitalisme de connivence, de gens qui ont la culture du mensonge. Et alors c'est là qu'on va retrouver notre matérialisme initial, c'est que quand on a des valeurs, par exemple des valeurs chrétiennes, mais d'autres religions encore, on sait faire la distinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal.
et entre le progrès et la régression. Mais quand vous êtes dans une optique de loi du plus fort, où ça n'a plus aucune de relativisme absolu, il n'y a plus de distinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre le progrès et la réaction, on s'en fiche, puisque de toute façon c'est l'intérêt immédiat qui compte. Et cette élite, elle est dépourvue de toute valeur morale, je le crains, en tout cas peut-être qu'il y en a qui en ont, comme par exemple les Bolloré, eux sont très différents, bon, ce sont des gens qui sont remarquables, et on a vu ce qu'ils ont fait avec CNews, mais les autres, ce sont des gens qui finalement sont animés de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Voilà. Et cette volonté de puissance, elle va pouvoir déferler sur le monde. Alors ça, je dirais, c'est le fondement philosophique. Là, au fond, ces gens-là ne croient plus en rien, qu'en eux-mêmes, ils se prennent pour Dieu, et d'ailleurs, ça, vous savez que c'est une dérive dans les religions qu'on qualifie de sataniste, hein, c'est pas à vous que je l'apprendrai. En fait, c'est le démiurgique. C'est le démiurgique, c'est l'hubris, voilà, c'est la démesure. L'homme qui se fait Dieu lui-même, qui se crée lui-même. Voilà, et l'idée que nous créerons nos propres valeurs, que c'est à nous de définir le bien et le mal. Mais en réalité, tout ça est dérisoire. Parce qu'il suffirait d'un n'importe quel bébé comète qui passerait dans les parages pour nous rayer de la carte en une fraction de seconde. Tout ça est dérisoire. On voit que ces mesures liberticides Alors, pardonnez-moi, cher Pierre, je vous interromps, je suis désolé, parce que ça, c'est l'élément philosophique. Et on dirait métaphysique. Et puis, il y a l'élément technique. Oui. Voilà, c'est extrêmement important. Je suis désolé, c'est pour ça que je vous ai interrompu. L'élément technique, c'est que jusque dans les années 70-80, les fous furieux qui voulaient mettre en place une dictature mondiale n'avaient pas les moyens. C'était des rigolos. Oui. Ils n'en avaient pas, c'était juste des doux rêveurs, des utopistes. Maintenant, les progrès de l'intelligence artificielle, de la 5G, des moyens numériques, des moyens informatiques, leur donnent depuis maintenant 10 ans les moyens de réaliser leurs fantasmes. Et là, on l'a vu, pendant la période du confinement. Totalement. Oui. Ces mesures liberticides, elles ont été simultanément mises en place par les États et leur administration, ainsi que par des groupes de pression. Oui. Comment vous expliquez cette simultanéité ? Alors, en réalité, c'est tout simplement quand on étudie le fonctionnement du régime démocratique, on s'aperçoit que dans des sociétés dites démocratiques, c'est jamais le peuple qui décide, mais des minorités organisées. Et les minorités organisées l'emportent toujours sur les majorités désorganisées. Ces minorités organisées, c'est essentiellement les lobbies des groupes de pression, notamment financiers, médiatiques, qui, eux, tiennent eux-mêmes en laisse le personnel politique. On le voit tous les jours aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'accès aux médias et pas d'accès au financement, vous n'avez aucune chance d'être élu à nulle part. Et évidemment, dans cette société, vous avez des forces antagonistes, mais qui parfois se conjuguent. Alors, quelquefois, elles se combattent, mais quelquefois, elles ont des effets d'aubaine, et elles vont évidemment imposer le vote de certaines lois qui les arrangent très bien. Je songe en particulier au lobby des ascensoristes, il y a une dizaine d'années. Vous vous souvenez certainement qu'on avait retiré prétexte d'un accident dans un ascenseur de banlieue qui avait été bricolé par des malfrats pour y cacher de la drogue. Un enfant était tombé dans la cage de l'ascenseur. Enfin, c'était un accident lié à un sabotage. Les ascensoristes, qui sont un lobby extrêmement puissant, je ne cite aucune marque pour ne fâcher personne, mais tout le monde voit à qui je veux faire allusion, on trouvait un moyen là idéal de faire voter une loi imposant la remise aux normes partout, de tous les azimuts, de tous les ascenseurs de France et de Navarre. Ce qui a rapporté des sommes absolument astronomiques et coûté une fortune aux copropriétaires. Voilà des exemples d'utilisation de la loi à travers les groupes de pression qui commandent eux-mêmes l'oligarchie politique et l'administration qui n'obéit pas au peuple du tout. Il me semble quand même que vous évoquez ces groupes de pression qui l'emportent sur l'État. Oui, oui. Il me semble qu'à un moment, l'État était capable de les tempérer, au moins jusqu'aux années 70-80. Le basculement se produit dans ces années-là. Oui, il se produit et il va s'accélérer justement avec la chute de l'URSS, puisque à ce moment-là, c'est la loi du marché qui de plus en plus domine, et avec la libre circulation des capitaux, des personnes. Donc cette oligarchie qui était déjà relativement puissante dans les années 60-70 monte en puissance encore beaucoup plus avec l'hyperclasse mondialisée, et qui est une réalité aujourd'hui. Regardez Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, BlackRock, Vanguard, on les connaît tous, ces gens-là. McKinsey, bien entendu, oui. Alors, j'emploie souvent, ça devient une tarte à la crème dans cette émission, mais c'est le triomphe des Templiers sur Philippe le Bel. C'est une figure historique qui est à l'inverse de ce qu'on a connu. Et on ne peut pas demander à ces gens-là d'avoir une posture morale ou de servir l'intérêt général, parce qu'ils vous répondront « mais nous, ce n'est pas notre affaire. Nous ne sommes pas en charge de l'intérêt général. C'est vous, les élus, qui devez défendre l'intérêt général. Sauf que par derrière, on tient les élus. Donc le système est corrompu. Le système est corrompu dès le départ. On se souvient, Olivier Tournafond, de ce qui s'est passé en 2009 avec la grippe à H1N1. Pourquoi ces lobbies, à l'époque, n'avaient-ils pas réussi à rendre obligatoire le vaccin ? Alors, nous n'avions pas les moyens de contraindre la population à se vacciner. Les moyens techniques ? Les moyens techniques, tout simplement. Songez qu'en 2009, tenez, je vais montrer à nos téléspectateurs un vestige. Voilà un appareil de téléphone de cette époque. Le voilà. Bon, c'est un Motorola qui marche
marche très bien, je n'utilise que ça. On ne peut pas scanner de QR code, on ne peut rien faire d'autre que téléphoner ou mettre un agenda. On n'avait que ces trucs-là à l'époque, en 2009. On n'avait pas la 5G, on n'avait pas la bande passante qui permet de stocker des milliards d'informations comme nous le faisons aujourd'hui. On n'avait pas la possibilité de faire un paiement sans contact avec la carte bleue. On était obligé de faire le code. Parfois même, on en avait encore ce qu'on appelait la planche à repasser, rappelez-vous. Donc, je crois qu'ils y ont pensé, qu'ils ont commencé d'ailleurs à sortir le bout de leur nez vers février-mars 2009. Moi, d'ailleurs, je l'ai attrapé cette grippe, ça a duré 48 heures, c'est une grippette. Et puis, ça a fait un flop monumental parce qu'on s'est heurté au mur de la réalité. C'était pas possible. On ne pouvait pas. Mais ce qui n'était pas possible en 2009 l'est devenu malheureusement en 2020. Oui, mais la question se pose de savoir pourquoi les peuples sont à ce point soumis, à ce point consentants. Il y a aussi des avantages. Regardez le paiement sans contact. On devrait résister à cette facilité de paiement. Oui. Mais on est paresseux. On n'a pas envie de sortir des billets parce qu'on n'a pas les mains disponibles. On a un sac à la main. C'est tellement facile de donner la carte bleue. On se dira, puis la prochaine fois, je paierai en billets. Puis on le fait pas. En fait, on mise tout simplement sur les grandes tendances de l'être humain qui sont la paresse, l'oubli, l'amnésie. L'idée, les gens ne veulent pas aussi prendre conscience des périls parce que c'est anxiogène. Ils ont assez de soucis comme ça. Quand on entendait au début des années 2010 Monsieur Attali nous expliquer que le QR code à l'avenir prendrait une place très importante, il avait raison, oui. Mais comment pouvait-il savoir que cela deviendrait ça rentrerait dans la vie quotidienne des Français? Vous savez, je crois que tous ces gens-là ont une longueur d'avance sur la population. Oui. Ils connaissent les différents progrès en cours, ils savent quels sont les brevets déposés, ils sont au cœur de l'action. Donc ils ont 10 ans d'avance sur les autres. Et on découvre après coup qu'on a été pris au piège parce que ces gens-là ont mis en place un système, on l'a vu. Alors, rappelez-vous, quand le 13 juillet 2020, donc le président de la République, Emmanuel Macron impose le pass sanitaire, tout le monde a dit, mais enfin c'est pas sérieux, ça marchera jamais, parce que d'abord il y a plein d'étrangers qui sont en vacances, ils sont pas vaccinés, ça va foirer complètement. Et ben non, ça n'a pas foiré. On a été déconcertés par la facilité de mise en place de ce système quasi totalitaire. Ouais. Et alors heureusement, tous les restaurateurs ne le demandaient pas. Moi j'ai pu aller beaucoup dans beaucoup d'endroits où on ne me le demandait pas, mais dans tout ce qui était grande brasserie parisienne, il y avait des cerbères à l'entrée qui scannaient, et ça prenait très peu de temps. Alors la seule chose, c'est que beaucoup de gens trichaient en utilisant des faux papiers, ou alors le QR code d'un ami, d'un collègue, parce que beaucoup de gens ont fait ça. Mais le gouvernement en est parfaitement conscient, et ils ont bien dit, la prochaine fois, vous ne pourrez plus tricher. Parce que déjà, ils travaillent sur des moyens de sécuriser. C'est diabolique, hein. Il va falloir alors là, ce sont les États qui portent atteinte à nos libertés. Ils se font complices, en quelque sorte. Mais alors, on a des garde-fous quand même en France, que pourrait être le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et c'est ce que dit Martine Vonner. Oui. Toutes les structures, le député Martine Vonner, que j'admire beaucoup, elle est beaucoup plus à gauche que nous, mais c'est une femme remarquable. On va essayer d'ailleurs de la faire venir à nouveau sur Radio Courtoisie. Elle dit tous les barrages que nous avions mis en place patiemment depuis la fin de la guerre ne se sont avérés que des montagnes de papier inutiles, et c'était juste du vent et des paroles, parce que toutes les instances, tous les magistrats de droit public comme de droit privé qui sont en charge de défendre les libertés, sociologiquement, ils partagent les vues du pouvoir. Il y a une sorte de connivence, on va dire, sociologique. Ils ne veulent pas être mal vus du pouvoir politique. Et ça, c'est une chose que l'on remarque dans les élites. Les élites, d'ailleurs, votent Macron. Les élites ne veulent pas changer de système, et au fond, elles se disent, après tout, c'est pas plus mal. Mais la séparation des pouvoirs, Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. Je pense, oui. Mais je pense qu'on ait atteint, vous savez, les limites du système démocratique. Parce que, alors certains, et ça on devait en parler, là on s'est un peu évadé de notre plan tripartite. C'est pas grave, mais c'est pas grave. On va y venir. Beaucoup, comme Yvan Blot, qui a disparu, avait créé cette association Agir pour la démocratie directe. Il m'avait même convaincu, moi qui suis monarchiste, d'y adhérer, mais les monarchistes ne sont pas du tout hostiles au mécanisme de démocratie directe, puisqu'on est même très favorable à ce que les citoyens puissent participer à la vie politique. Mais on a été très déçus pendant toute cette période de coronavirus, parce qu'on s'est aperçu que les mécanismes de démocratie directe, notamment en Suisse, lorsqu'ils ont été mis en place, lorsqu'ils ont été déclenchés, parce que le Conseil fédéral, le tribunal fédéral, les cantons, tous partaient dans la coronafolie, on s'est dit, le peuple suisse, lui, va résister.
Et il y a eu, les Amis de la Constitution ont organisé un premier référendum qui était celui du, je crois me souvenir, du 13 juin 2021. Alors, ce référendum a donné 40% contre la dictature sanitaire et 60% pour les mesures de contrôle sanitaire qui étaient beaucoup plus rigoureuses encore qu'en France. Parce qu'en France, on pouvait s'arranger assez facilement. On vous demandait pas vos papiers d'identité. En Suisse, c'était absolument policier, c'était la Gestapo. Je suis désolé de le dire. Alors, après, il s'est avéré, alors ça c'est absolument ahurissant, que les Amis de la Constitution, donc soutenus notamment par l'UDC, l'Union démocratique du centre, se sont rendus compte que les données qui avaient été communiquées aux votants, donc au peuple suisse, avaient été falsifiées par le Conseil fédéral lui-même, et que ils ont obtenu l'annulation du référendum du 13 juin 2021. Et là, ils ont dit, on va revenir devant les électeurs, et là, on va voir ce qu'on va voir. Parce que maintenant que les électeurs ont vu la fraude et la falsification, ils ont forcément pris conscience qu'ils étaient dans une logique de destruction des libertés. Et ils pensaient sincèrement qu'ils allaient atteindre, que les opposants au pass sanitaire facilement arriveraient à 50-51%. Eh bien, le 28 novembre 2021, un nouveau référendum a eu lieu, la grande déception. Les partisans de la dictature sanitaire avaient encore progressé, ils étaient à 63%, et les défenseurs des libertés n'étaient plus qu'à 37%. Ce qui veut dire qu'on n'est pas hostile, comme on le disait tout à l'heure avant cette émission, au mécanisme démocratique, nous autres qui ne reconnaissons pas la religion de la démocratie, mais nous considérons, comme le faisait Aristote et comme le faisait saint Thomas, qu'il y a des moments où ce système atteint ses limites. Voilà. Et que ces limites peuvent à ce moment-là être contournées. Voilà. Et voilà ce qui explique l'effondrement du système démocratique qui est en cours sous nos yeux. Mais est-ce que cette accélération de la fin des libertés n'est liée qu'à la technique elle est liée aux deux, comme je l'ai dit. Vous avez un fondement métaphysique qui est le relativisme absolu, la volonté de puissance et c'est pas nouveau. Oui, mais avant il n'y avait pas la technique. Donc vous avez une volonté de puissance métaphysique, mais on n'est plus en 1888 quand Nietzsche écrivait ainsi par Zarathustra, où il magnifiait la volonté de puissance. On est en 2022, et en 2022 il y a des moyens de contrôle social et des moyens informatiques et d'intelligence artificielle qui n'étaient même pas envisageables en 1888. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi deux autres explications ? D'une part, la peur, puisqu'il s'agit d'une pandémie, bien sûr, et d'autre part, l'Europe, la Suisse, la France vieillit. Bien sûr, c'est un peuple vieillissant, un peu... Mais évidemment. Les boomers, comme on dit. Ceux qui sont les baby boomers sont devenus les papy boomers. Voilà, et ils ont besoin de sécurité. Mais c'est une évidence. Mais les oligarchies l'ont parfaitement compris. C'est ce que dit le professeur Toubiana, qui est passé sur CNews hier ou avant-hier. Il dit, en fait, ce qui a été catastrophique, c'est pas du tout l'épidémie en elle-même. Ce qui a été catastrophique, c'est la gestion de l'épidémie. C'est elle qui a fait des dégâts. Mais on a fait croire aux gens, et par des moyens parfois totalitaires et absolument radicaux, que c'était quelque chose qui était comparable à la peste bubonique ou au choléra. Voilà. Alors qu'en fait, nous avons les tableaux de mortalité. Alors là, j'invite tous nos auditeurs à les consulter, puisque c'est deux universités australiennes qui les ont publiés en 2021. Et là, les Australiens, on ne peut pas dire que ce soit une bande de complotistes. C'est quand même des gens qui sont assez... favorable à tout ce qui est confinement. Vous voyez, c'est University of Queensland et Flinders University. Nous allons le mettre à la... Alors, il faut absolument que vous le scanniez. Et vous avez la risque de mourir du Covid-19 pour 10 000 habitants. C'est que le nombre de morts pour 10 000 habitants. Alors, en fonction des âges, en fonction des gens qui ont reçu ou non une vaccination, vous constatez que le pourcentage pour des gens considérés comme à risque, comme vous, cher Olivier, 60-69 ans, nous n'avons que 3,8% sans être vacciné, de chance de mourir du Covid, ce qui n'est pas beaucoup. Alors après, ça monte à partir de 70 ans. Mais en dessous de 59 ans, c'est plus que 1%. Qu'à 40 ans, c'est plus que 0,4%. Après, c'est 1,4 pour 1000. Enfin, c'est Alors, ça n'a rien à voir avec les vraies épidémies. Aucun rapport. Nous allons faire une petite pause et nous allons reprendre, et notamment sur tout ce qui nous attend en matière. C'est ça, et l'intervention de la technologie, parce que je pense qu'on n'a pas encore assez creusé toute la dimension technique du problème. Tout à fait. On continue notre entretien avec Olivier Tournafont sur le recul des libertés publiques. Olivier Tournafont, j'ai retrouvé cette étude du groupe britannique The Economist de février 2021. La France a perdu son statut de démocratie parfaite à cause de la gestion du Covid. Elle a été reléguée au rang de démocratie défaillante. Est-ce que le Covid a justifié la politique, entre guillemets, autoritaire du chef de l'État ? Non, absolument pas. Tout ça était une vaste fumisterie, je suis désolé de vous le dire. Alors, j'aime pas beaucoup qu'on
on utilise le mot démocratie à toutes les sauces parce qu'on n'y comprend plus rien. J'aurais tendance à dire que la France a cessé d'être un État de droit. Ça serait plus clair parce qu'il y a des États de droit qui peuvent ne pas être démocratiques. Je sais pas, l'Ancien Régime, l'Empire romain étaient des États de droit. Donc il y a simplement dans un État de droit, il y a des libertés qui sont garanties. Et ces libertés que l'on croyait, alors qu'elles étaient vraiment ancestrales chez nous, puisqu'elles avaient été créées sous l'Ancien Régime. Ça avait été les privilèges. C'était les privilèges. Elles avaient été garanties par la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Elles avaient été développées tout au long du XIXe siècle, consolidées par les différents régimes démocratiques du XXe siècle après les horreurs des deux guerres mondiales. Donc on pensait que c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, des remparts acquis et inébranlables. Et ce qui est absolument phénoménal, c'est de voir que ces remparts de l'état de droit ont été balayés comme des fétus de paille par une simple vent de panique. Alors, ce vent de panique... Est-ce qu'il y a un texte qui a justement balayé cet état de droit? Est-ce qu'il y a une date de mort de l'état de droit? L'état de droit a été mis entre parenthèses à partir du 15 mars 2020, c'est clair. C'est la loi du 23 mars avec l'état d'urgence sanitaire. Mais c'est évident. Parce qu'à ce moment-là, on se fonde sur des élucubrations qui sont les prévisions de Neil Ferguson de l'Imperial College, qui prévoit un nombre de morts absolument extravagant dans le monde, de l'ordre de 500 millions de morts, voire davantage, ou je ne sais pas combien, ou 1 milliard. Bon. Et tout ça va être repris en boucle par les médias et par les politiques. Et d'ailleurs, il s'est certainement passé quelque chose que nous a pas dit entre le 15 mars et le 17 mars. Parce que, rappelez-vous, en mars 2020, quand l'Italie commençait à confiner et que tout le monde était effaré, Macron disait encore, mais jamais nous ne ferons ça en France. Il va au théâtre jamais nous arrêterons d'aller au cinéma, jamais nous arrêterons d'aller au théâtre, jamais, etc. Et quelques jours plus tard, allez, c'est fini, nous sommes en guerre, c'est fini, c'est la mort du petit cheval, c'est pour ça, vous ne sentez plus de chez vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que les services secrets des différents États ont dû révéler ce que maintenant tout le monde sait à peu près, c'est que ce virus n'était pas si naturel que ça. Qu'il était très probablement sorti d'un laboratoire de guerre un peu bactériologique sur les bords, peut-être celui du labo P4 de Wuhan. Alors maintenant tout le monde sait que le virus a des gains de fonction, des gains de viralité, et on voulait pas le dire aux gens pour pas les affoler, mais à mon avis, les gouvernants ont commencé à prendre terriblement peur en se disant, mais si ça se trouve, ce machin-là va effectivement être quelque chose comme la grande peste. Donc je crois qu'au début, il y a eu un effet de panique internationale et tout le monde a embrayé là-dedans, surtout avec les prévisions de Neil Ferguson, et seuls les gens les plus de sens rassis comme nous se disent, oh là là, il est trop tôt pour juger, et puis on n'a pas l'air que ça soit si dangereux que ça, mais on voyait quand même, rappelez-vous, en Chine, des immeubles entiers bloqués par l'armée, des gens qui tombaient comme mouches dans la rue. Il y avait de quoi faire peur. Sauf qu'après, il y a quelque chose qui est typique des régimes démocratiques. Je vous parlais des oligarchies et des groupes de pression. Et ça a créé un espèce d'appel d'air, un effet d'aubaine. Voilà, effet pour d'aubaine. Tout le monde. Pour, bien sûr, Big Pharma, bien entendu. Pour les vendeurs de matériel informatique sophistiqué de traçage des populations. Tout le monde disait il faut tracer les populations. Il faut absolument savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas. Pour les politiciens qui étaient en mal de bilan et qui se sont dit oh là là, finalement ça nous arrange bien, ça fait oublier le reste. Tout le monde a dit... Pas Donald Trump. Non, pas Donald Trump, mais beaucoup de gens comme Macron se sont probablement dit, à la limite, c'est pas mal ce truc-là. Et là, je reprends l'analyse d'un médecin psychiatre qui s'appelle Vincent Rouillet, qui est intervenu sur Radio Courtoisie, qui dit en fait, il n'y a pas de complot. Parce qu'il y a des complots, ils sont au grand jour. Vous avez la logique de ces oligarchies internationales, c'est un peu la même logique que la logique des grandes mafias. Les mafias sont en rivalité, mais parfois elles se fédèrent sur un coup. On fait un coup pour gagner beaucoup d'argent et avancer ses pions. Et puis après on se débande, on passe à autre chose. C'est le coup Corona. Voilà. Et bien là, quand il y a une opportunité millénaire, on va faire un coup et ça arrange tout le monde. Ça arrange. Klaus Schwab sort son livre The Great Reset. Et rappelez-vous, en octobre 2020, le 13 octobre, Macron, à la stupéfaction générale, dit qu'il reconfine tout le monde. Et il donne deux arguments, alors là, qui m'ont achevé de me convaincre que cet homme se payait notre tête. Il nous dit, si je ne le fais pas, il y aura 400 000 morts d'ici la fin de l'année. Or, à cette époque, en octobre 2020, on savait déjà que toutes les prévisions de Neil Ferguson étaient complètement fausses. On sait que ça avait été grossièrement exagéré. Donc 400 000 morts déjà, on aurait dit 40 000 morts. Bon, on s'est dit c'est beaucoup. Mais 400 000 morts, et puis pourquoi pas 400 millions de morts pendant qu'on dit, enfin c'est pas sérieux. Bon, premier argument complètement fallacieux et ridicule. Et deuxième argument ô combien de sophiste, il nous dit bien sûr d'aucuns prétendent que je pourrais augmenter les capacités d'accueil de l'hôpital public qui est aux limites de la saturation. Mais je leur répondrai bien sûr que c'est financièrement impossible et intenable compte tenu des coûts que cela engendrait. Or quand on sait ce qu'on a coûté le confinement en termes de milliards, quand on sait ce qu'a coûté la crise du coronavirus, et quand on sait l'argent qu'on a dépensé par ailleurs, remettre à niveau l'hôpital public, c'était pas du tout disproportionné. Absolument pas. Alors absolument pourquoi ne
voulait-il Eh pas ben le parce faire? que je crois que justement c'est là qu'il s'est dit, au fond, nous on va changer de société. Le monde d'après ne sera plus le même. Et finalement, c'est pas plus mal, ça nous arrange, je pense. Et pourquoi ça les arrange? Ah, parce que, vous savez, dans l'histoire, il y a la volonté de puissance, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi la mégalomanie. C'est grisant, le pouvoir. Et quand on était César, Alexandre le Grand, Gengis Khan, ça se faisait par la conquête militaire, par des conquêtes maritimes, par des colonisations. Aujourd'hui, c'est dans la nature de l'homme, ça se fait autrement. J'ai retrouvé cette citation, monsieur, de Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. On veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits. Est-ce qu'on peut comprendre que le pass vaccinal, qui n'est que suspendu, est un avant-goût du crédit social à la chinoise? C'est une évidence, Alors, ça me paraît évident. Justement, il se prépare deux choses. Au niveau français, avis favorable du Conseil d'État. Oui. Autorise policiers et gendarmes à faire mention des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses et de l'appartenance syndicale de leur cible. Alors que les précédents textes se limitaient à recenser les activités. Bien sûr. On continue dans le délit d'opinion, finalement. Parce qu'on ne s'intéresse plus aux actes des gens, ce qui est d'ailleurs le progrès. Dans les sociétés modernes ont décidé de ne plus s'immiscer dans les consciences, qui n'est pas du ressort de l'État, mais du ressort de la religion, et de se consacrer simplement au respect de l'ordre public et de la paix civile. Là, ça veut dire que l'État veut s'immiscer dans les consciences, et il s'engage dans une logique que je qualifie de totalitaire. Parce que nous retrouvons, c'est là la grande différence entre la dictature et le totalitarisme, dans un système dictatorial, que genre Général Pinochet ou Général Franco, tout ce qu'on vous demande, c'est de pas faire de politique et de pas vous occuper de critiquer le pouvoir. Mais vous vivez comme vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Dans un régime totalitaire, on vous impose un nouveau mode de pensée, parce que on doit créer l'homme nouveau. Voilà pourquoi on vous interdit d'employer certains mots, voilà pourquoi vos pensées sont criminalisées. Et là, nous entrons exactement dans cette logique. On ne saurait juger les gens sur leurs pensées. Évidemment. Le juriste que vous êtes ne peut pas évidemment, c'est ce qu'on appelle les procès d'intention. On ne juge que sur les actes. Évidemment, c'est tout l'apport de notre civilisation. Sans ça, on revient à des despotismes à l'oriental, dignes de Xerxès ou de Sardanapale. Quoique Sardanapale était un type très bien finalement, qu'il a été injustement critiqué par les Grecs. Et preuve que ce système doit perdurer, c'est que l'extension du certificat Covid européen jusqu'en juin 2023 va être votée sous prétexte de nouvelles pandémies ou de nouveaux variants. Oui. Alors pour le moment, vous observez qu'il y a un passage à vide et que la guerre en Ukraine est bien tombée pour redonner du grain à moudre, parce que finalement on est passé de la terreur sanitaire à la terreur militaire. Et la peur de la Troisième Guerre mondiale, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on excite l'ours russe de plus en plus, sachant que l'ours russe, il faut mieux de lui laisser une porte ouverte, une porte de sortie, pour que les choses se calment. On ne veut surtout pas que ça se calme, apparemment. J'ai fait toute une interview sur TD sur cette question de l'Ukraine. Alors là, on ne sait pas du tout de quoi est fait l'avenir, notamment à la rentrée. Il est probable qu'à la rentrée, il y aura de nouvelles affections pulmonaires, comme il y en a toujours. Alors, pour le moment, le variant Omicron est très anodin, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment en Chine, à Shanghai en particulier, avec le confinement, mais absolument invraisemblable, absolument, on mettrait ça dans un film de science-fiction, les gens hausseraient les bras, c'est même pas plausible leur truc. Alors pour rappeler les faits, on voit des gens prisonniers chez eux, interdits d'aller faire leurs courses pour se nourrir. Ils sont livrés à domicile par les autorités. Qui étaient, le déclenchement du confinement, les gens qui étaient dans un magasin ou un centre commercial ont été bloqués et sont toujours coincés sans pouvoir revenir chez eux. C'est des histoires incroyables. Dernière information, les livreurs justement de produits de nécessité sont maintenant interdits parce qu'ils contribuent à la diffusion du virus. Alors on ne sait pas pourquoi les Chinois, qui sont pourtant des gens intelligents, se livrent à cette espèce de délire mégalomaniaque. Est-ce que c'est, comme le pensent beaucoup de gens, notamment sur NTD TV, c'est New Tang Dynasty sans la Chine nationaliste, ils disent c'est parce que le pouvoir veut serrer la vis à la population, il veut mettre en place un système de terreur sanitaire, et le coronavirus n'est qu'un prétexte, parce qu'en fait ce variant Omicron est très peu... C'est un rhume, moi je l'ai attrapé, c'est juste un rhume. C'est juste un rhume. Et je ne savais même pas que je l'avais, quand je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu l'odorat de nouveau, et me dire ça y est, je l'ai attrapé, mais c'est rien du tout. J'ai même pas été malade. Et alors pour ça, arriver à confiner 24 millions de personnes et quasiment les faire mourir de désespoir et les pousser au suicide, je veux dire. Alors, est-ce que ce ne serait pas, parce qu'il s'agit d'une population urbaine, est-ce que ce ne serait pas lié à la montée d'une classe moyenne qui existe maintenant en Chine et qui est potentiellement peut-être contestatrice, au moins du régime d'atteinte aux libertés. C'est évident. Et puis il y a aussi le fait
qu'il y a une émigration interne forte, avec des paysans qui se regroupent à la périphérie des villes, avec des bidonvilles qui n'existaient pas du temps de Mao, puisqu'ils les avaient coincés. Et donc, ce sont deux populations qui étaient potentiellement révolutionnaires par rapport au système. Il y a ça qui joue. Je pense. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la tradition confucéenne ? Oui, c'est possible, c'est ce qu'on a toujours dit. On a toujours dit que, comme en Russie, les Chinois acceptaient plus facilement le despotisme parce qu'il n'y avait pas aussi l'apport très important du christianisme. C'est mon collègue Jean-Louis Harouet, historien du droit, qui a fait plusieurs ouvrages extraordinaires qui nous ont montré à quel point le christianisme nous a libérés, puisqu'il a apporté d'un côté la vie éternelle, la possibilité de la vie éternelle, ça c'est l'aspect métaphysique et je dirais sacré, religieux et théologique, mais il a apporté aussi la sortie du sous-développement. Parce qu'en reconnaissant la dignité humaine, le caractère sacré de la vie, et en reconnaissant le libre arbitre de l'individu, eh bien, on a mis fin à des systèmes de despotisme à l'oriental qui étaient encore monnaie courante dans l'Antiquité et qu'on retrouve encore dans le monde aujourd'hui. Oui, mais justement, ce despotisme à l'oriental, il est en train de continuer. Il est en train de revenir. L'Union européenne, puisqu'elle prévoit un portefeuille d'identité numérique. Mais la nature, chasser le naturel, il revient au galop. Lorsque la puissance, je dirais, transcendante de la religion chrétienne, alors moi, en plus, je suis protestant, vous voyez, donc pourtant, je dis beaucoup de bien des catholiques, mais la religion catholique est une institution irremplaçable. Et c'est un protestant qui le dit parce que même si elle présente des défauts, elle est une institution, la plus vieille institution de notre civilisation, et elle a assuré, je dirais, la liberté dont nous jouissons tous les jours, aujourd'hui, indirectement. Et alors effectivement, la perte du sacré, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, fait que l'homme n'est plus qu'un animal, il n'est plus qu'un producteur et un consommateur, et c'est pas pour rien que le bras droit de Klaus Schwab a déclaré il y a quelques semaines, grâce à l'intelligence artificielle, heureusement, dit-il, toutes ces histoires d'âme, de survie de l'âme et tout d'autres balivernes vont enfin disparaître à tout jamais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'homme ne sera plus qu'un animal. Il ne sera plus qu'un animal qu'on traitera comme un troupeau de moutons. Et il ajoutait, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bah oui, les vaches dans le pré, les chevaux, ils ne possèdent rien, elles sont heureuses jusqu'au jour où elles vont à l'abattoir. Vraiment, tout ça. Mais alors, l'Union européenne, donc, prend des formes satrapiques, si je puis dire, avec ce passeport prévu. Enfin, quand même. Est-ce que les peuples européens vont accepter alors, il y a possibilité, je pense que... Juridiquement. Juridiquement, comme l'a dit très justement l'autre jour Maître Dividio, que j'ai reçu sur Radio Courtoisie, il dit « N'attendez rien des juges, parce que ce sont des gens frileux. Les juges ne veulent jamais se mettre mal avec le pouvoir quand il y a un vrai danger. Ils sont toujours capables de s'ériger en défenseurs de la loi et de la liberté lorsqu'il n'y a pas véritablement de risque, mais quand il y a un risque sérieux, il disait, on l'a vu pendant l'occupation, les juges préfèrent être du côté du manche. Par contre, les juges viendront après coup, quand l'élite au pouvoir sera tombée, là, ils viendront les sanctionner durement, pour faire oublier leur passivité initiale. Sauf erreur, le magistrat qui a condamné Pétain était aussi un magistrat nommé par Pétain. Donc là, ils se réveilleront sur le tard. Donc il ne faut pas trop compter. Il faut pas trop compter sur les barrages démocratiques et institutionnels. Alors ensuite, je dirais que chacun fasse son devoir, que chacun se prenne en main. Déjà, cessez de voter pour ceux qui veulent vous réduire en esclavage. Mais là, on se heurte aux difficultés que nous avons évoquées tout à l'heure, d'une population craintive, vieillissante, qui athée à 50%, matérialiste, qui relativiste, qui privilégie toujours le court terme sur les perspectives à long terme. Une telle population, elle est facilement manipulable, elle est facilement influençable. Et puis, moi, je vois pas les Français, les papy boomers, ils sont plus sur les barricades comme en mai 68, ils sont derrière leur écran d'ordinateur ou de télé. Pour revenir peut-être à ces créations d'identité numérique, on a appris le 26 avril qu'il y avait un décret qui avait été publié au journal officiel qui autorise la création d'un nouveau système baptisé Service de garantie de l'identité numérique. C'est une carte d'identité qui sera dématérialisée sur les téléphones. À l'échelle européenne, ce projet européen de création d'un portefeuille d'identité numérique, une identité dématérialisée, traçable et administrable, facultative, mais l'objet est quand même de toucher 80% des Européens d'ici 2030. Et il y a même Thales, la grande entreprise française qui est dans le coup, qui lance un nouveau portefeuille d'identité numérique. Et ça, Thales dit, les gouvernements pourront renforcer leurs liens avec les citoyens grâce aux divers services d'identification hébergés par Gemalto Digital ID Wallet. Et à propos de Wallet, c'est ce qui se passe cet été dans la ville de Bologne. L'application Smart Citizen Wallet qui a été présentée le 29 mars par le maire de la ville. Ça va consister à gagner des points pour bon comportement
Alors, le pass vert, on va y être, et pour gagner des récompenses, des réductions et des activités culturelles. C'est exactement ce qui se passe en Chine. On va aussi vers le pass vert. C'est ça, mais ça revient exactement à ce qu'on a dit. Ce vecteur technologique, appuyé sur une idéologie matérialiste, athée, sans transcendance, qui ramène l'homme au rang d'un simple animal, nous amène à la pire dictature qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et le problème, c'est que les peuples qui sont encore aujourd'hui assoupis et qui ne veulent pas prendre conscience risquent de se relever trop tard, de se réveiller trop tard. Alors il y a quand même trois possibilités de réaction, de résistance, et il y a 3 causes d'échec à ces grands projets mégalomaniaques. Et c'est ce que disait Modeste Schwartz, qui a fait que j'avais interviewé sur Radio Courtoisie, qu'il a pour son livre The Great Reset. Il avait commenté le livre de Klaus Schwab, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Voilà. Alors il a dit 3 choses. La première, c'est qu'il peut toujours y avoir une prise de conscience d'un certain nombre d'individus, grâce à Internet, des choses que nous sommes en train de faire en ce moment, qui appellent les gens à reprendre leur destin en main. Alors le paradoxe, c'est que ce sont dans les milieux de contestataires, monarchistes, je parle pour moi, ou encore, je dirais, anarchistes, que l'on trouve, complotistes, que l'on trouve les plus fervents défenseurs de ce que les autres appellent les valeurs démocratiques. C'est quand même un des grands paradoxes de l'histoire. Parce que les démocrates, eux, ils sont finalement pour accabler le peuple sous des contraintes et pour le priver de liberté. C'est quand même un paradoxe extraordinaire. C'est que ce sont désormais les adversaires de la démocratie qui défendent la démocratie, alors que ses partisans veulent l'étouffer. C'est quand même quelque chose qui montre les grandes lignes de l'histoire. Hein. Oui. Dieu doit bien rire de voir tout ça. Il montre que l'homme est tout sauf raisonnable, déjà. Bon. Ensuite, ça, c'est le premier facteur. Il faut continuer. Et la lutte continue, hein, comme disait Arlette Laguillet. Oui, la lutte continue. Bon, il faut continuer. Et à la limite, on critique beaucoup Mélenchon. Bon, moi, je ne vais pas voter Mélenchon, vous vous en doutez. Mais néanmoins, je reconnais qu'il a été un des seuls, pendant toutes ces 2 années, à taper du poing sur la table et à dénoncer les atteintes aux libertés. Oui. Et beaucoup de gens ont voté pour lui pour ça. Oui, pas du tout parce qu'ils sont marxistes. Donc ça, c'est le premier facteur de résistance qui est très très important quand même. La prise de conscience. La prise de conscience, il faut qu'il y ait une prise de conscience, mais il faudrait que derrière... Mais vous parlez de réaction énergique. Il faut une réaction on n'est pas très énergique là autour du bureau. Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas aller mettre le feu au commissariat de Kremlin 17. Agir n'est pas s'agiter. Non, agir n'est pas s'agiter. Alors le deuxième, c'est que, comme le disait Modeste Schwartz, l'expression n'est pas de lui, mais d'un autre auteur, il dit finalement l'histoire est très souvent la caricature de ce qui avait été projeté. Oui. Sur le papier, c'est génial, nous on va être les maîtres du monde, c'est merveilleux, on est les rois du pétrole, tous ces crétins, on va les réduire en esclavage, et là, on va faire mieux que Alexandre, Gengis Khan et César réunis, et Napoléon Bonaparte et Hitler aussi et Staline, on va être les maîtres du monde. Sauf qu'il y a toujours un grain de sable qui fait que ça déraille lamentablement. Et à mon avis, c'est pas, je dirais, tous les grands conquérants de l'histoire se sont heurtés aux aléas du destin. Oui, c'est vrai. Et il y a toujours quelque chose qui fait que ça va partir en vrille. J'avais fait le recensement de tous les scénarios de chute de l'URSS chez les grands auteurs, de Raymond Aron à Hélène Carrère d'Ancos, et moi-même j'avais essayé d'esquisser des scénarios. Aucun de ces scénarios n'a été celui de la chute de l'URSS. Exactement, parce que l'histoire est imprévisible. Parce que en fait nous vivons dans un monde qui est géré beaucoup par la théorie du chaos, et l'intelligence humaine, fut-elle artificielle, peut-elle assuyer par l'intelligence artificielle, n'a pas la capacité à maîtriser tous les paramètres. On peut simplement cerner un certain nombre de forces. Donc ça, l'histoire et la caricature de ce qui avait été projeté, ça leur pend au nez, ils vont tomber de haut, et la démesure et la disproportion sont toujours sanctionnées par la nature. Ouais. C'est une sorte de règle immanente qui existe. C'est la loi naturelle. C'est la loi naturelle. Mon père, qui était médecin, disait « La nature détruit ce qui est monstrueux ». Et ça, c'est tout à fait exact. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et puis, alors, il y a un troisième point, c'est que tous ces machins-là, ça repose exclusivement sur des ondes électromagnétiques et sur des systèmes informatiques qui sont excessivement fragiles. C'est-à-dire que demain, une guerre cybernétique, demain, je sais pas, Vladimir Poutine s'énerve vraiment et il coupe des câbles. Alors, tous les systèmes de contrôle numérique, mais ça s'écroule dans une fraction de seconde. Ouais. Et à ce moment-là, on n'a plus de sauvegarde papier. Tout est dématérialisé. Les pays sont à feu et à sang. Ouais. Tout s'écroule. Donc, en réalité, je ne suis pas tellement pessimiste. Je crois que cette dictature pourra être repoussée, mais il faut s'en occuper. Alors voici un message d'espoir, ce qui va nous permettre de faire une nouvelle pause, et nous allons approfondir malgré tout les conditions de l'aliénation des peuples, parce que ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Alors, l'esclavage planétaire, malgré tout, est en route. Vous avez dispensé à nos téléspectateurs des motifs d'espérer. Mais enfin, quand je considère ce qui se passe aujourd'hui, Pierre, vous évoquez Bologne. On donne des récompenses aux citoyens. Par ailleurs, on leur fait miroiter
les bénéfices sanitaires. Par exemple, vous pourrez être opéré sans qu'on vous ouvre la carcasse. Bon, si on met des puces à l'intérieur. Et puis, la morale, la moraline serait... Non, mais c'est pas bien, vous êtes un mauvais citoyen, monsieur. Bon, il faut... Alors, est-ce que... Tout ça, c'est du vent. Hein, mais par contre, ce qui n'est pas du vent, c'est les technologies. Ben bien sûr. On va commencer à nous mettre des tatouages de toutes sortes, des puces dans la cervelle. Enfin, Neuralink avec notre ami Elon Musk, voilà. qui rachète Twitter pour libérer la liberté d'expression, mais qui, en même temps, veut modifier notre cerveau en y implantant des puces. Bon, enfin, alors, en fait, qu'en pensez-vous ? Alors, ce que je pense, c'est que d'abord, la technique en soi, on n'arrête pas le progrès, ça, tout le monde le sait. On va pas, faut être sérieux, on va pas empêcher les progrès informatiques et technologiques qui, d'ailleurs, sont des armes toujours à double tranchant. Oui. Tout est dans la manière d'utiliser les technologies. Si les technologies sont utilisées conformément aux valeurs de notre civilisation et de la chrétienté, au fond, il n'y a pas d'objection parce que ça reste sous l'autorité du patient. C'est le consentement individuel. Alors, certains se perdront, d'autres seront sauvés. Mais à la limite, on n'est pas du tout hostile à ces techniques. Si on peut effectivement opérer sans intrusion corporelle un certain nombre d'affections, je songe notamment à des tumeurs, des choses comme ça, bah, tant mieux. Et donc ça, c'est le bon côté des technologies. C'est le côté libérateur et progrès véritable. Le problème, c'est que ces technologies peuvent être utilisées à mauvais escient, comme toujours. Et toute l'histoire de l'humanité montre qu'il y a toujours un bon et un mauvais côté. Alors le danger, c'est justement, et ce qu'il faut éviter coûte que coûte, c'est qu'elles ne soient utilisées à mauvais escient par des fous mégalomanes qui veulent devenir les maîtres du monde, ce qui malheureusement semble être de plus en plus le cas. Alors qu'il y a encore 10 ans, on m'aurait ri au nez si je vais parler de ça. Et c'est là qu'il faut effectivement être extrêmement vigilant. Alors les gens aujourd'hui vont se faire acheter, mais ça, vous savez, acheter les foules, il y avait déjà à Rome, Panem et Circenses, c'est pas nouveau. De tout temps, on a acheté et on a manipulé les foules, acheté les foules. Oui, Augustin Cosselin nous a dit des choses. Voilà, et Gustave Le Bon. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont décrit la manipulation des foules au XXe siècle. Ils n'ont pas attendu les QR codes et l'intelligence artificielle pour le faire. Je pense à Edward Bernays, qui a inspiré d'ailleurs Adolf Hitler, parce que c'est un des tout premiers à avoir conçu la manière de manipuler les foules. Après, vous avez bien sûr Noam Chomsky qui a décrit tout ça par le menu de manière extrêmement détaillée. Il y a le soviétique Karamurza, Sergei Karamurza, qui a écrit un ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle La manipulation des foules, qui montre comment, dans les régimes démocratiques, on peut arriver à diriger très facilement l'électorat en lui donnant l'illusion qu'il est libre. Et tout ça est connu depuis très très longtemps. Alors simplement, c'est vrai que ces moyens technologiques vont permettre d'accélérer le processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Alors d'un autre côté, comme ça devient très intrusif, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi une réaction sociale parce qu'on est allé trop loin. Lorsque les gens vont se rendre compte, par exemple, le crédit carbone, vous savez, ils n'ont plus le droit pratiquement de faire plus de 10 km autour de chez eux, ou alors qu'ils ne veulent plus vendre ou louer leur appartement parce qu'ils ne peuvent plus le remettre aux normes énergétiques. Et là, ça va ruer dans les brancards, très sérieusement. Et donc, on ne peut pas dire ça va marcher comme sur des roulettes. Au début, c'est une sorte de gadget, ça amuse les gens, ça présente plutôt des avantages. Les gens croient qu'il n'y a pas de danger pour eux, donc ils vont entrer là-dedans. Après, on ne sait pas. Hein, Et au-delà, monsieur, de cette illusion de la liberté qu'on donne au peuple, c'est quoi ces techniques concrètement d'ingénierie sociale, de manipulation vous les avez des foules ? cités, Olivier Pichon les a cités. C'est bien sûr tout ce qui repose sur les ondes électromagnétiques, avec en particulier la reconnaissance faciale, qui est déjà en œuvre en Chine, les fameux QR codes. On scanne en une fraction de seconde quelque chose qui vous donne une énorme quantité d'informations. Dans les aéroports. Voilà, c'est quelque chose. Bientôt, bien sûr, c'est invraisemblable. Il me laisse passer. Mais voilà. Je vois à côté de moi quelqu'un qui met sa figure et ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'il n'est pas enregistré ou alors que le logiciel n'est pas encore au point. Vous avez évidemment la transmission instantanée de l'information, vous avez une foule de dispositifs, la miniaturisation aussi. Oui, on entend aussi toutes sortes de choses sur la 5G. Les nanotechnologies, vous pouvez avoir des drones de la taille d'un moustique. Alors un gros drone, vous pouvez toujours le descendre avec un coup de long rifle dans le champ, mais si c'est un drone qui est de la taille d'une mouche et qui s'introduit dans votre cuisine... Il faut mieux un bon 12, c'est meilleur. Oui, mais là vous n'allez pas tirer à la chevrotine sur un moustique dans votre cuisine. Ah non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est les mauvais côtés du progrès. À chaque fois qu'il y a, en fait, vous savez, à chaque fois qu'il y a un progrès technologique, c'est un défi pour l'humanité. Oui. Et il faut que l'humanité soit à la hauteur du défi. Soit elle est à la hauteur du défi, elle le maîtrise, et à ce moment-là, elle peut aller encore plus loin. Soit elle n'est plus à la hauteur du défi, et elle régresse, et elle retombe dans la barbarie. Je crois que c'est très simple. C'est en fait, la nature est très bien faite. Chaque fois, on donne une possibilité à l'homme. S'il en est digne, il la maîtrise. S'il n'en est pas digne, il succombe.
Et c'est comme ça que ça marche. Vous avez une très belle phrase, vous savez, qui est, je crois, de Francis Bacon, qui a dit « Pour commander à la nature, il faut obéir à ses lois ». Il faut lui obéir, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Voilà. Pour Bien commander sûr. à la nature, il faut obéir à ses lois. Bon. C'est la citation exacte. Et Francis Bacon, c'est voilà. 15e siècle. Hein. C'est Exactement. encore le Moyen-Âge. Vous voulez voler, parfait. Vous prenez un avion, mais vous ne faites pas n'importe quoi, sans ça vous vous écrasez au sol. C'est tout simple. Hein. Si la loi et la démocratie sont en train de devenir les fondements de ce despotisme numérique, à quoi ça sert d'aller voter ? Alors c'est là qu'avec Olivier Pichon tout à l'heure, nous disions, ce que nous critiquons, ce ne sont pas les procédures démocratiques qui ont toujours existé. Elles existaient à Rome, elles existaient à Athènes, elles existaient dans l'ancienne France, elles existaient dans les provinces, elles existaient sous la monarchie française. Même les monarchistes les plus, je dirais, les plus virulents comme Charles Maurras, défendent le principe du suffrage et du droit de vote parce qu'il dit c'est un moyen d'action politique et c'est en même temps un thermomètre social qui permet de connaître l'état de l'opinion publique, ce qui est extrêmement important. Donc jamais il n'a été question d'abolir le droit de vote, d'interdire le droit de vote et en réalité ce que nous critiquons c'est ce qu'on pourrait appeler le démocratisme, c'est-à-dire la religion de la démocratie. Ouais. L'idée que dès lors qu'on a atteint la majorité numérique, on a nécessairement raison. Ouais. Et moi je dis toujours, une majorité d'erreurs ne fait pas une vérité. On est désolé. Le système a ses limites. Alors les limites du système, si on est dans un état, qu'on pourrait appeler un régime mixte, comme on en a beaucoup vu dans l'histoire, c'est Aristote qui avait eu l'idée qu'il fallait développer un régime mixte pour préserver les libertés, il disait en somme, il y a 3 grandes légitimités, il y a celle qui vient du peuple, qu'on appelle démocratique, elle est fondée sur le consentement individuel, il y a celle qui vient du roi, elle est monarchique parce qu'elle est fondée sur l'idée de tradition et on crée de création de l'État, de propriété de l'État. Une dynastie a créé un État, c'est un peu comme un chef d'entreprise, donc il en est propriétaire d'une certaine manière, c'est son œuvre. Et puis il y a l'idée de compétence, et ça c'est l'élite, l'aristocratie. Alors on dit aristocratie au sens étymologique, les meilleurs, les plus compétents, par exemple les gens qui ont fait des grandes écoles, les grands savants, les grands ingénieurs, les gens qui ont découvert par exemple l'énergie nucléaire, tout ça. Bon, tout ça on est bien. Et Aristote disait comme ces 3 légitimités risquent toujours de décliner, parce que la monarchie se transforme en tyrannie, la démocratie se transforme en démagogie et l'aristocratie se transforme en plutocratie, en oligarchie. Ce qui est le cas, parce que tout dégénère dans la vie. Donc il faut à ce moment-là mettre dans un même état les 3 composantes et ainsi le pouvoir arrêtera le pouvoir. C'est-à-dire que si le peuple part de travers et commence à avoir des lubies ridicules, on peut espérer que l'élite et le monarque le remettront dans les rails. Si au contraire le roi devient fou, l'élite et le peuple l'arrêteront. Et si l'élite devient totalement corrompue et fait n'importe quoi, le roi, s'appuyant sur le peuple, prendra des dispositions pour mettre fin à ses errements. C'est une idée très intelligente et il n'y a qu'un seul État au monde, à ma connaissance, qui fonctionne sur ce modèle, c'est la principauté de Liechtenstein, qui est amusante, mais vous devriez d'ailleurs inviter le prince régnant Franz Adam, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule L'État au XXIe siècle, qui est très intéressant. Mais pourquoi pas ? C'est très très intéressant cette idée de régime mixte. Là, on a vu dans votre propos, évidemment, ces élites dégénérées actuelles, parce que ce sont des élites dégénérées, on a besoin d'élites, et elles sont en dégénérescence. Celles-là le sont, pas toutes, heureusement. Pas toutes. Et puis, on a aussi une certaine vérité du vote démocratique, parce que prenons par exemple la Constitution européenne. Bon, les Français l'ont refusée. Bon, Monsieur Sarkozy nous a imposé le traité de Lisbonne. Or, le traité de Lisbonne n'a rien résolu. Bien sûr. On voit bien que le vote démocratique qui s'était imposé, qui n'était pas en soi une vérité, mais qui traduisait quand même quelque chose comme une force, une expression, continue de poser problème aujourd'hui. Alors, moi, je considère que les principes démocratiques, paradoxalement, constituent un frein et un stabilisateur, et non pas un principe dynamique. C'est-à-dire qu'on peut, par des votations, empêcher des dérives hallucinantes. Et ça, c'est extrêmement utile, et c'est pourquoi je suis favorable à la démocratie directe, en tout cas entendu de cette façon-là, avec des votations. Et ça, c'est très utile parce que, et en même temps, la démocratie est un principe pacificateur, puisqu'elle évite la scission entre la majorité et la minorité. C'est une convention sociale qui fait que pour éviter la guerre civile, on préfère s'incliner derrière la voie majoritaire, mais ça ne veut surtout pas dire que la majorité qui a imposé ses vues avait nécessairement raison. Donc l'erreur, c'est de tomber dans ce qu'on a, cette espèce de fondamentalisme démocratique qui consiste à dire, tout doit être décidé à la majorité, y compris le vrai, le faux, le bien, le mal, la liberté ou l'esclavage. Non, ça c'est pas possible, ça. Donc il y a autre chose, voilà. Il y a un autre monde, on va dire, pour reprendre le titre d'un livre d'André Froissart. Il y a un autre monde, il y a une transcendance, il y a d'autres valeurs qui irriguent la vie et qui sont à l'origine de la vie. On doit aussi en tenir compte.
compte, alors après, quel régime politique? Et c'est ce qu'a nié la Révolution française. C'est ce qu'a nié la Révolution française, oui. Et vous dites d'ailleurs, la grande question est de savoir si l'on peut fonder un État moderne sur autre chose que le mythe de la volonté populaire. Alors ça, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était un membre probablement assez proche du gouvernement russe qui m'avait, après m'avoir entendu, parce que j'avais critiqué justement cette espèce de religion de la démocratie, et il a dit, mais le problème, est-ce qu'on peut encore à notre époque fonder un État moderne sur autre chose que le mythe de la volonté populaire? Donc pour lui, c'était bien un mythe. Ouais. Mais l'ennui, c'est que si vous fondez un État de droit sur un mythe qui est par définition, qui est évidemment fragile, puisqu'il ne repose sur rien, c'est une mythologie, en fait c'est une vue de l'esprit, eh bien vous corrompez ses fondements. Mieux vaut, vous savez, on ne construit pas sur le sable à l'heure où passe l'Aquilon, dit Alfred de Musset. C'est exactement ça. Si on veut rétablir l'État de droit, il faut lui donner des fondements solides. Alors bon, je ne dis pas qu'il faut restaurer tel quel le droit divin tel qu'il était avant la Révolution, mais il y avait dans le droit divin l'idée que le monarque et les élites n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Que c'est absolument interdit, parce qu'il y a des règles qui dépassent l'humanité. Et ça, c'est très très important. Alors évidemment, si vous avez une société où à 60% ou 63% les gens sont athées, matérialistes, croient au relativisme absolu de tout, il y a no hope, pas d'espoir, là c'est très mauvais. Parce que vous ne pouvez pas rétablir ces valeurs qui sont de l'essence de la vie. C'est Big Brother qui a pris le pas sur Dieu. Évidemment, c'est évident. Et à ce moment-là, vous aurez des mégalomanes qui seront très contents d'occuper la place de Dieu. Effectivement, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est pour ça que le combat finalement religieux, il est à l'arrière-plan du combat politique. Il faut rétablir la transcendance et le sacré, c'est évident. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a quand même l'idée de résistance à l'oppression. Oui, parce que tous ces gens-là étaient des gens de l'Ancien Régime, d'abord. Et voilà, le droit de la propriété aussi. Bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de choses bien dans la Déclaration des droits de l'homme. Tout cela sous les auspices de l'être suprême. Alors, il y avait aussi le déisme. Qui n'est pas Dieu. Oui, alors on ne sait pas trop ce que Robespierre entendait par l'être suprême. On sait. Oui, disons que c'était une sorte de déisme. Mais beaucoup de gens à cette époque étaient déistes. Parce qu'ils croyaient à une puissance naturelle et ils étaient antichrétiens. Alors, mais ils pensaient à une force qui était, pour eux, c'était la nature qui était un dieu. Alors, j'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à lire le livre très intéressant de Bolloré et Bonacieux. Alors, pas Bolloré, le milliardaire, mais son frère, et Bonacieux qui est polytechnicien. Dieu, la science, l'épreuve. Très intéressant. C'est un livre passionnant, très absolument captivant, qui vous montre que, en fait, nous sommes dans l'univers physique, où là, c'est la loi de la jungle, la loi de la lutte, la loi du plus fort. Et on a cru que cet univers était divin. Très longtemps, jusqu'au XXe siècle, qui n'avait ni commencement ni fin, et qu'il était l'équivalent de la divinité. C'est ce à quoi beaucoup de gens des Lumières croyaient. Eh bien, c'est faux. Ouais. Cet univers a été créé par le Big Bang, par une force incommensurable qui nous est inconnue. Ouais. Donc là, en fait, notre monde physique est fini, notre univers est fini, mais il y a quelque chose d'infini qui n'appartient pas à cet univers. Ouais. Et tous les scientifiques disent que entre le temps zéro et le Big Bang, il y a une fraction de seconde. C'est ça. C'est extraordinaire. Et le Big Bang est une idée, d'ailleurs, d'un ecclésiastique. Tout à fait, exactement, qui était un génie de la physique. Voilà. Un prêtre qui s'appelait l'abbé Lemaitre. L'abbé Lemaitre, absolument. Ouais. Et qui était un ami d'Einstein. Oui, tout à fait. Bon, mais ça nous éloigne beaucoup de liberté. Nous allons, je crois, conclure cette émission. Écoutez, Olivier, je vous remercie infiniment de m'avoir invité, je veux dire. Merci Pierre aussi. Je crois que c'était important de dire tout ça à nos téléspectateurs, parce qu'il y a quand même un message d'espoir. Oui. C'est que je crois que, vous avez le vieux dicton, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Dieu n'aime pas les tièdes. Hein, Jésus l'a dit. Il n'aime pas les tièdes, il veut des gens qui se battent pour le bien et pour la vérité. Donc ça, je crois que c'est la conclusion de cette émission. Il faut que maintenant, chacun fasse son devoir et se prenne en main. Et lutte contre les odieuses tentatives auxquelles nous allons être bientôt confrontés. Voilà. Merci Olivier Tournafond pour ces éclairages. Merci Pierre. Merci Olivier, merci monsieur. Merci. Chers téléspectateurs, à très bientôt.